Aujourd'hui, pour ce 10e épisode, on va parler donc de l'Alfa Romeo, donc Mito. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort, notamment donc pour Manuel. Donc, c'est vrai que j'aime pas parler trop fort. Voilà, j'ai une grande gueule, mais uniquement quand je suis énervé. Voilà, donc des petits coups de sang, mais sinon, voilà, j'aime pas trop qu'on entende que je raconte ma vie. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est uniquement donc de partager. Et puis les personnes éventuellement non abonnés qui regarderont la vidéo sur une Alpha Mito, parce que c'est toujours d'actualité, les avantages, les inconvénients, donc pour en parler. C'est un véhicule donc, que j'ai gardé à peu près un an, où j'ai fait à peu près 15 000 km, c'était déjà il y a plus de 10 ans, pratiquement 15 ans. Donc cette Alfa Romeo Mito pour l'époque était très intéressante parce que c'était pour une citadine, la seule, donc pas coupé, mais qui avait donc des montants sans montant en tout cas, donc uniquement la vitre, un petit peu comme la Tesla que j'ai ou tous les coupés que j'ai pu avoir au cabriolet. Et en gros, gros inconvénient, si tu laisses la voiture l'hiver dehors et que la vitre givre, eh bien tu ne pourras pas descendre ta portière. Il y en a où en forçant c'est possible. Sur les Boxster ou autres, en fait, tu as des montants métalliques et là aussi, ça rentre à l'intérieur pour l'étanchéité donc du véhicule. Et concrètement, ça ne va pas être possible. Premier, on va dire, entre guillemets, inconvénient, au-delà de la poignée, tu vois, où ça peut être compliqué, et puis tu ne peux pas la réchauffer de l'intérieur comme les nouveaux véhicules. C'est pour ça que, par exemple, sur une Tesla, c'est un petit peu moins contraignant. Donc, au niveau du pare-choc, il y a la petite jupe en bas qui a tendance à frotter vraiment un petit peu tout et n'importe où. Donc moi, je l'avais supprimé et j'avais donc changé les coques. Je crois que je les avais mis en chrome, ça faisait très joli parce qu'il y a pas mal de petits rappels de chrome. C'est un véhicule donc, que j'avais sélectionné donc, avec une couleur chocolat, ça se fait vraiment très peu. Donc quand il y a du soleil, on a de très beaux reflets et quand il y a un ciel, on va dire un peu plus gris, ça fait un peu plus noir, tu vois. Donc couleur chocolat, comme je crois qu'il y a Mercedes aussi, je ne sais plus qui fait ce type de couleur, très très joli, entre guillemets comme un Cherry Red en termes d'effet, mais le Cherry Red, je le trouve, il tire trop sur la couleur de la cerise. Donc là, cette couleur chocolat, très jolie. À l'intérieur, une couleur donc caramel. La seule chose qu'on peut reprocher, c'est le tableau de bord qui aurait tendance un petit peu à mal vieillir parce que c'est assez plastique et on a des reflets parce qu'ils ont fait un effet un petit peu carbone comme ça, tu vois, que je me rappelle pour l'époque. Mais sinon, le cuir, on va dire l'agrément, la sensation dans les sièges, vraiment, on est très très bien. On sent qu'on est, même si Alfa Romeo est Alfa Romeo, on sent qu'on est chez Fiat, puisque finalement le châssis c'est celui de la Panda. Moi je te donne mes petits secrets à l'époque quand j'achetais les voitures donc d'occasion, j'allais souvent donc dans les garages et pouvoir aller essayer donc des voitures. Et j'avais essayé la Quattro Verde, la QV, sauf qu'elle fait 170 chevaux, mais il y a des améliorations donc je pense au niveau des suspensions et le comportement routier est bien mieux avec ses 170 et surtout donc au niveau des suspensions que donc les 155 chevaux. C'était une sélective, donc toute option extérieure avec les magnifiques jantes, je crois que de mémoire c'était du 17 pouces avec les ronds comme ça. Et on comprend pourquoi à un moment donné le groupe Volkswagen donc lorgnait un petit peu sur Alfa Romeo. Au final maintenant c'est dans le groupe Stellantis, il y a une véritable identité, c'est magnifique. Extérieurement je la trouve vraiment très jolie. Et puis après il y a eu la Giulietta qui est beaucoup plus aboutie. La Giulia est aussi très intéressante. Donc comme je te disais, il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Fiat. Châssis de la Panda, le moteur à litre 4, on le retrouve dans les Abarth ailleurs, etc. Donc là, il est en 156 chevaux, en 155, il existe de mémoire en 120, il est aussi donc en 170. Et je crois qu'il est certainement en 90, sans, donc comme dans les typos ou quoi, donc sans turbo. Donc ça reste encore acceptable, hein, on ne fait pas du x2, x3 donc sur les performances grâce au turbo, donc voilà, acceptable. Des consommations qui aussi restent acceptables dans alentour des 7 litres 5, ça c'est grâce à la boîte 6. Par contre, dès que tu commences à taper dedans, dès que tu vas être un peu plus en ville, comme ça m'arrivait parfois, et de faire des petits trajets, alors là c'est juste l'horreur, tu peux vite monter à 11 litres, bon, pratiquement à 2 euros le litre. Franchement, ça me change. Voilà, même la Mégane, franchement, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, en termes de comportement routier, on est à peu près dans le même esprit, même s'il existait DNA, donc 3 modes entre guillemets dynamiques, des vrais modes dynamiques. C'est-à-dire que pareil, sur par exemple la Renault, j'ai la possibilité de changer. En fait, c'est plus que ça va jouer au niveau de la motorisation. Donc le moteur va être plus ou moins coupleux.
Là, c'est pas le cas. Ça va vraiment jouer quand même sur le comportement routier. Donc de mémoire, tu as un mode classique, tu as un mode all weather, donc je crois sous pluie, et un mode neige. Moi, j'avais tendance à mettre le mode neige quand c'était un petit peu mouillé ou quoi, parce que même avec un couple de thermique qui est pas foufou, mais qui est déjà pas mal grâce au turbo, avec un petit 1,4 litre, ben, au final, le véhicule est vite débordé en traction. C'est pour ça que c'est l'inconvénient des tractions. Mais a priori, on fait plus de traction que de propulsion, parce que bah, les gens ils savent pas la gérer voilà, tout de suite dès qu'elle part. C'est vrai que dès que ça part, une traction est plus facile à rattraper selon les personnes voilà, que donc une propulsion. Donc en termes d'anomalies, pas de grandes difficultés. Après, le 1,4 litre s'enregistre dans tous les nouveaux moteurs. Je crois qu'on est déjà à l'injection directe, turbo, etc. Donc ça reste un 4 cylindres, mais ça risque de bouffer un petit peu d'huile, comme tous ces nouveaux moteurs, etc. Il y a Olivier qui est à la Giulia, je crois qu'il est à 180 000 ou 210 000 km, enfin déjà pas mal de kilomètres. Ça résiste plutôt bien dans le temps, mais ça commence à bouffer de l'huile. Pareil, les THP, les TFSI, il y en a qui sont à 1 litre d'huile tous les 1000 km, donc autant te dire que tu n'as plus besoin de faire de vidange, déjà, c'est quand même marrant. Et 1 litre, quand tu vois le prix de l'huile, tu as vite fait à mettre 10 balles tous les mois ou tous les 15 jours. Ça commence à faire un petit coup. Donc au-delà de ça, mécanique, là par contre on est chez Fiat, donc on revient de la 206 Plus et des boîtes de vitesse PSA, surtout les 5 boîtes 5 sont une catastrophe. Je ne parlerai même pas des boîtes auto, boîte 4 qui sont, et les boîtes robotisées qui ne sont pas terribles. Là la boîte 6, elle est vraiment très très bien. Elle est très légère, elle est assez courte, pas aussi courte qu'une Toyota, mais assez courte. Donc pareil, en fait, elle ressemble en termes d'agrément de conduite aux nouvelles boîtes donc, dites PSA depuis le 3008, donc depuis 2009-2010 avec des boîtes 6. Donc vraiment très bien. Et normalement, mémoire, donc tac, tu appuies et tu lèves donc pour passer donc, ta marche arrière. Elle était déjà très bien équipée pour l'époque. Hein. J'avais pas de siège électrique ou je suis pas sûr d'avoir les sièges chauffants, mais radar donc à l'arrière, pas sûr à l'avant, mais un look déjà pour l'époque et ça vieillit encore très très bien. Je te dis la seule chose, ça a bientôt une vingtaine d'années au final, hein, que le temps passe. Hein. Vite, ça je ne sais pas, c'est à toi d'en juger, mais c'est le tableau de bord voilà, qui est un peu plastique et même au niveau entre guillemets de ces cristaux liquides, etc., c'est un peu vieillissant par rapport à entre guillemets des tablettes qu'on peut avoir, mais après il faut vivre avec son temps. On est à l'ère du numérique, du tout numérique, donc c'est tout à fait normal aussi que dans les voitures, comme à la maison, comme partout, en fait on est plus des dalles et que ça remplace donc certaines choses. Voilà pour cette vidéo, je pense avoir rien loupé. Si à la limite tu as des questions, n'hésite pas. Je vais parler de la consommation, du comportement routier, des différents modes. À l'arrière, on avait de la place. Donc à ceux qui me disent quand je suis allé voir la R5, oui mais tu connais rien en citadine, bah écoute, j'ai une Alfa Nito, on a une 206 Plus. On peut emmener deux facilement derrière des vrais adultes. On a un beau coffre, tu vois, contrairement à la R5, limite tu as plus de place pratiquement dans une Twingo. Donc voilà, je pense en tout cas avoir été assez clair donc, sur les qualités, les défauts. Je trouve qu'à un moment donné, ça a vachement chuté en termes de prix. C'était très intéressant. Petit bonus, je ne l'ai pas fait à ce moment-là et je ne l'ai pas touché à l'éthanol, mais c'est un véhicule qui, quand il n'est pas trop kilométré, accepte l'éthanol. Attention, parce que quand il commence à avoir des kilomètres, quand même, l'éthanol a un côté entre guillemets nettoyant abrasif. Il va notamment nettoyer la cuve à essence et risque de boucher, d'obstruer le filtre et donc peut-être qu'il faudrait changer à ce moment-là le filtre. Mais il y a des boîtiers même qui existent, ce qui est très très rare des boîtiers donc pour des turbos. Il y a une société qui fait, je crois en Vendée ou dans le coin, qui est très spécialisée. Donc c'est un moteur en tout cas qui accepte facilement les reprogrammations ou de lui mettre un petit peu d'éthanol. Au temps où les temps sont un petit peu durs, hein, à 1,70 à peu près l'essence, l'éthanol est redescendu un petit peu à 70 centimes. Ça peut être intéressant, tu vois, de couper à 50-50, même si voilà, ça reste quand même très coûteux, puisque 8 litres, on va dire, de moyenne pour 155 chevaux, ou même 170 chevaux en quattro-verdé. Comme ça a vachement remonté en occasion, parce que moi je l'avais acheté 15 000, je l'ai vendu 13 000, et à un moment donné on en trouvait dans les 5, 6, 7 000. Il y avait aussi donc le diesel. Bon, à un moment donné, quand tu es à 10, 15 euros d'utilisation pour une citadine, à un moment donné, c'est ce que j'ai fait dans des vidéos,
tu as des petites Zoé, tu as des e-Corsa, tu as des i208 qui sont tout aussi bien en termes de performance, en termes de comportement routier, en termes de style, et qui se rapprochent des 15 000 euros, qui sont vraiment pas loin finalement de ce type de voiture, alors qu'une électrique citadine va être à 3-4 ans, là où aujourd'hui c'est combien une petite Alfa Romeo Mito, un véhicule qui soit propre, en prenant aussi des risques sur essentiellement, on va dire, le moteur. Voilà, le moteur, pas trop de problèmes, mais ça peut venir éventuellement du moteur parce que la boîte, le châssis, l'intérieur, dans l'ensemble, vraiment, ça vieillit plutôt assez bien. Allez, sur ce, bonne journée à tous.